Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici les titres. Le premier sommet africain sur le climat a présenté le continent comme étant une solution au changement climatique induit par les plus grandes économies du monde. Dans cet épisode, nous nous pencherons notamment sur la question des crédits carbone. Au Gabon, l'heure est au changement, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Nous verrons dans un instant les principaux axes qui pourraient déterminer le plan d'attaque du gouvernement de transition. Et enfin, l'Union africaine a officiellement rejoint le G20 à l'occasion d'un sommet en Inde. Cette place à la table des plus grandes économies du monde devrait offrir une voix au continent, jusqu'ici uniquement représenté par l'Afrique du Sud au G20. Anaérobie, une initiative visant à multiplier par 19 la production de crédits carbone en Afrique d'ici à 2030, a suscité des promesses de centaines de millions de dollars et l'enthousiasme des dirigeants africains. Ils voient dans ce marché un moyen de mobiliser les fonds qui tardent à arriver de la part des grands pollueurs. Le premier sommet africain sur le climat organisé début septembre à Nairobi semble encourager la voie des crédits carbone. S'ils sont appréciés par les multinationales souhaitant compenser leur impact climatique, l'efficacité des crédits carbone est de plus en plus contestée, notamment par les défenseurs de l'environnement. Parce qu'elle donne bonne conscience, la compensation n'incite pas à réorienter les entreprises, à se tourner vers des activités moins émettrices et ne pousse pas les consommateurs à la sobriété. Ce marché est encore trop peu régulé et qualifié par les écologistes de distraction dangereuse. Certains vont même jusqu'à décrier une fausse solution. Le principe même des crédits carbone est de compenser des émissions de gaz à effet de serre en investissant dans des projets écologiques comme la protection des forêts. Sur le marché, un crédit représente 1 tonne de CO2. Même si cette stratégie permet aux entreprises de se labelliser neutres en carbone, elle n'incite pas à une réelle réduction des émissions et pourrait même ralentir la transition énergétique. La transparence des compensations carbone est également mise en cause. En début d'année, une étude des journaux anglais The Guardian et allemand Die Zeit a révélé que plus de 90% des crédits carbone certifiés par Verra, soit 40% des crédits vendus dans le monde, étaient probablement des crédits fantômes ne représentant pas de réelle réduction de gaz à effet de serre. En mal de liquidité, des pays africains comme le Kenya voient dans ce marché un moyen d'attirer des fonds pour financer la transition verte, qui reste la priorité du continent, confronté aux effets du changement climatique. Les crédits carbone sont-ils la solution pour financer la transition énergétique en Afrique? Andrew Amadi, directeur général de l'Association kenyane pour les énergies renouvelables, nous rejoint pour en discuter. Monsieur Andrew Amadi, bienvenue dans Business Africa. Malgré les critiques sur les crédits carbone, lors du sommet africain sur le climat, le président kényan a décrit les puits de carbone comme une mine d'or économique. Comment vous réagissez à cette annonce? Au départ, l'intention des crédits carbone n'était pas tant de compenser, c'était une option. L'intention principale était d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables qui étaient perçues comme plus coûteuses et d'atteindre un certain niveau de confort. Il faut beaucoup d'énergie pour obtenir le confort dont disposent les pays développés. Ainsi, le marché des crédits carbone a fait que lorsqu'il faut obligatoirement réduire son empreinte carbone, il y a des investissements massifs dans les énergies renouvelables en Occident et dans l'efficacité énergétique. Mais pour l'Afrique, on n'investit que dans les compensations. Nous avons donc examiné les chiffres et même si nous devions planter des arbres sur chaque centimètre carré de l'Afrique, cela ne permettrait pas de séquestrer la quantité d'émissions de carbone provenant des pays développés. Pour certains défenseurs de l'environnement, la compensation carbone est une sorte de droit à polluer. Y a-t-il un risque que ce marché ralentisse la transition énergétique ? Oui, car il est fondé sur les besoins des pays développés et non sur ceux des pays en développement.
Et puis nous pouvons dire la même chose qu'eux, car même si nous ne sommes pas totalement responsables de la population mondiale, nous avons aussi notre contribution de 4%. Et nous voulons également compenser nos émissions et atteindre le net zéro. Donc, si nous utilisons notre empreinte carbone comme levier pour dire que nous aussi, nous voulons notre propre marché de compensation qui comblera notre déficit énergétique, nous pourrons alors fixer les prix reflétant les coûts nécessaires à notre transition verte, car le système actuel n'est pas réaliste. En raison de cette approche, le déficit énergétique n'est pas comblé. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'il s'agit d'une fausse solution. Des dirigeants du continent voient dans ce marché un moyen de financer la transition énergétique. Pour vous, en tant qu'expert en énergie renouvelable, ce n'est pas réalisable. Je pense qu'il est vrai que les crédits carbone peuvent servir à compenser les émissions. L'idée est née lorsque nous avons dit que nous ne voulons pas que l'Afrique se développe sur le modèle des combustibles fossiles. Et à partir de là, il faut un mécanisme qui puisse financer ce projet en reflétant les besoins et non la générosité de l'Occident. Sinon, nous allons conduire l'Afrique vers une catastrophe. Notre population augmente très rapidement. Notre production alimentaire est très faible. Nos importations alimentaires sont plus élevées que nos importations de pétrole et notre infrastructure pétrolière s'effrite et nécessite des investissements. Nous devons donc utiliser l'efficacité de ces ressources au lieu de nous contenter de dire que nous allons passer aux énergies renouvelables alors que nous n'avons déjà pas suffisamment d'énergie pour répondre à nos besoins fondamentaux. Le marché des crédits carbone peut fonctionner, mais nous devons d'abord changer notre manière de faire. Monsieur Andrew Hamadi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie. Après un coup d'État, il est normal de s'interroger sur les enjeux économiques. Au Gabon, le comité de transition pour la restauration des institutions promet de conduire le pays vers un régime démocratique renouvelé. Faut-il sortir des sentiers battus ou achever le travail du précédent gouvernement? C'est tout de suite dans Business Africa. Le Gabon, petit pays de 2 millions d'habitants, est face à un nouveau challenge, redéfinir les contours de son économie qui entre dans une nouvelle ère. Le départ du président Ali Bongo, renversé par un coup d'État le 30 août, marque la fin du règne de la famille Bongo, qui aura duré près de 60 ans. Avec la transition qui s'amorce, l'attention se tourne progressivement vers l'agenda de la nouvelle administration dirigée par Brice Oligui Nguema, président de la transition. Va-t-il ou non s'appuyer sur les politiques de l'administration précédente? L'économiste Aroni Choudhury, spécialiste de la région, pense que tout n'est pas à refaire. Diversifier l'économie reste néanmoins un impératif. Avant tout, il va s'agir d'avoir une croissance qui est plus durable qu'une croissance qui est simplement portée par la performance des exportations de matières premières. Donc diversifier les exportations, ce que le Gabon essaie de faire, notamment via le bois et d'autres minerais comme le fer, le GNL, etc. Et puis simplement une diversification économique plus large, c'est-à-dire faire diminuer le poids des exportations dans le PIB, et notamment via le développement de l'agriculture et des services. Si le pétrole a servi de fondation à l'économie gabonaise, représentant 38,5% de son PIB en 2020 et 70,5% de ses exportations, l'or noir n'a pas su bâtir une croissance durable et inclusive. Faute d'une mauvaise redistribution des richesses, un tiers des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. L'ancien régime avait ainsi entamé un plan de diversification de l'économie basé principalement sur le développement vert et la création de zones économiques spéciales. Malgré l'importance du capital naturel du pays doté d'une forêt qui occupe près de 90% de son territoire, le plan stratégique Gabo émergent courant jusqu'en 2025 ne s'est pas concrétisé. L'Union africaine est maintenant un membre permanent du G20. Pourquoi cette décision intervient maintenant alors que la question était évoquée depuis plusieurs années? Comment l'UA, qui représente 55 pays, pourra apporter sa contribution aux questions économiques mondiales? Tout de suite, plus de détails. Le G20 a officiellement accueilli dans ses rangs l'Union africaine. Un signal fort pour le continent qui réclamait depuis des décennies une meilleure représentation dans les institutions internationales. Jusqu'à présent, le rôle de l'Afrique a souvent été celui d'un récepteur des décisions prises et non celui d'un influenceur.
Cette adhésion au sein du groupe des 20 principales économies du monde devrait permettre au continent de changer la donne. Pour Solomon Derso, fondateur d'Amani Africa, un groupe de réflexion sur les questions politiques, la présence de l'Afrique au sein du G20 confère au groupe une énorme légitimité au niveau mondial. Cela apporte au groupe un regain de légitimité dont il avait grandement besoin, sans compter la lutte de pouvoir majeure entre l'Occident et les autres régions. Bien sûr, la pertinence du G20 a été de plus en plus remise en question en raison de l'importance croissante que les groupes comme les BRICS, par exemple, ont acquise ces derniers temps. Pour protéger les intérêts du continent, l'Union africaine devra parvenir à s'imposer à la table des négociations en attendant d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur Africa News et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.